Mes papiers de divorce étaient dans ma mallette depuis près de 3 semaines. Je l'ai emporté partout avec moi, comme un rappel silencieux que mon mariage était déjà terminé. Même si la conversation finale n'avait pas encore eu lieu, 23 ans de vie commune s'étaient dissous dans un silence, une routine et une distance si progressive que je ne me souvenais même plus du moment exact où les choses avaient commencé à se fissurer. J'étais PDG d'une entreprise technologique de taille moyenne, un poste qui exigeait de prendre constamment des décisions difficiles. J'avais licencié des employés, négocié des OPA hostiles et fermé des départements entiers sans perdre le sommeil. Mais la décision qui attendait dans cette enveloppe semblait plus lourde que tout ce que j'avais fait de ma vie professionnelle. À la maison, ma femme et moi étions lentement devenus des étrangers partageant le même appartement. Nos conversations s'étaient réduites à des mises à jour pratiques sur les factures, les horaires et les courses. Nous dormions sur des côtés opposés du lit, veillant à ne pas nous déranger. Même nos dîners ressemblaient à des réunions entre collègues qui avaient épuisé tous les sujets de conversation. 3 semaines plus tôt, j'avais finalement accepté ce que je croyais être la vérité. Notre mariage était mort en silence, et il ne restait plus que les papiers pour le confirmer. Ce jeudi après-midi, j'avais quitté le bureau plus tôt pour rencontrer mon avocat une dernière fois avant de remettre les papiers à la maison ce soir-là. La réunion fut brève. Tout était prêt, toutes les signatures étaient là, sauf la mienne. Quand je suis retourné à ma voiture, j'ai réalisé qu'il me restait encore près de 2 heures avant de devoir rentrer. Au lieu de conduire directement, j'ai commencé à errer dans la ville sans destination précise, repassant dans ma tête le discours que je prévoyais de lui faire. Je l'avais répété des dizaines de fois. J'allais lui expliquer qu'elle méritait quelqu'un de mieux, quelqu'un de plus présent et émotionnellement disponible, quelqu'un qui pourrait lui donner la vie qu'elle voulait au lieu de la routine calme et épuisante dans laquelle nous étions tombés. Finalement, je me suis retrouvé à me garer près d'un petit café appelé le Riverside Café. Je me souvenais que ma femme l'avait mentionné 1 ou 2 fois lorsqu'elle parlait de rencontrer des amis de son club de lecture. L'endroit semblait assez calme pour que je puisse m'asseoir, réfléchir et me préparer à la conversation qui allait mettre fin à notre mariage. À l'intérieur, le café sentait l'espresso frais et les pâtisseries chaudes. Les murs de briques et les vieilles tables en bois donnaient à l'endroit une atmosphère détendue qui donnait presque l'impression d'un refuge par rapport au reste de la ville. J'ai commandé un café noir et j'ai choisi une petite table partiellement cachée derrière une autre bibliothèque. C'était le genre de coin où l'on pouvait rester assis sans être remarqué pendant des heures. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai essayé de me concentrer sur les emails professionnels, mais mon attention revenait sans cesse à la mallette à côté de ma chaise. L'enveloppe à l'intérieur semblait peser 1 tonne. Je n'arrêtais pas d'imaginer le moment où je la poserais sur la table de la cuisine et où je verrais ma femme réaliser ce que cela signifiait. Puis j'ai entendu un rire qui m'a complètement arrêté. C'était un son que je connaissais mieux que presque tout le reste dans ma vie. Ma femme était assise à une table près de la fenêtre avec 3 femmes. À travers l'espace entre les livres de l'étagère, je pouvais voir son profil clairement. Pendant un instant, j'ai envisagé de me lever et de partir immédiatement, mais quelque chose m'a retenu à ma place. Peut-être la curiosité, peut-être la peur. Je n'étais pas sûr. Puis, l'une des femmes a parlé assez fort pour que je puisse entendre chaque mot. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas comment ma femme tolérait de vivre avec quelqu'un d'aussi froid et distant que moi. Une autre voix s'est jointe, décrivant à quel point j'étais mal à l'aise lors des réunions sociales, à quel point je parlais rarement pendant les conversations, à quel point je partais souvent tôt des événements. Assis derrière cette bibliothèque, écoutant ces femmes disséquer ma personnalité et mon mariage, j'ai senti un poids familier s'installer dans ma poitrine. Chaque commentaire confirmait ce que j'avais déjà cru. J'étais le problème. J'avais échoué à être le mari qu'elle méritait. J'étais devenu l'homme silencieux et émotionnellement indisponible que ses amis pensaient clairement que j'étais. J'aurais dû me lever et quitter le café sur le champ. Au lieu de cela, je suis resté là, complètement immobile, écoutant pendant qu'elle continuait à discuter de mon mariage comme si je n'étais même pas une personne réelle. Puis, soudain, la voix de ma femme a coupé la conversation, et le ton de sa voix était quelque chose que je n'avais pas entendu depuis très longtemps. C'était vif, ferme et complètement inattendu. Elle les a interrompus avant que quiconque d'autre ne puisse continuer. Sa voix était calme mais ferme d'une manière qui a immédiatement changé l'atmosphère à table. Même de l'autre côté du café, je pouvais entendre le changement de ton. Ça suffit, a-t-elle dit. Les femmes ont semblé surprises, comme si elles ne s'attendaient pas à ce qu'elles se défendent. L'une d'elles a essayé d'en rire,
disant qu'elle plaisantait seulement et qu'elle s'inquiétait pour elle. Mais ma femme n'a pas souri. Elle a posé sa tasse lentement et les a regardés droit dans les yeux. « Vous ne le comprenez pas ?» a-t-elle dit doucement. « Aucune de vous ne le fait. » Assis derrière la bibliothèque, j'ai senti ma poitrine se serrer. J'avais passé des mois convaincu qu'elle était d'accord avec tout ce qu'elle disait sur moi. Chaque trajet en voiture silencieux après l'un de ces événements sociaux, chaque moment où elle semblait distante ou déçue, m'avait convaincu qu'elle ressentait la même chose qu'elle. Mais la façon dont elle parlait maintenant ne ressemblait pas du tout à quelqu'un qui était d'accord avec elle. « Il n'est pas froid ?» a-t-elle continué. Il est épuisé. La table est devenue silencieuse. L'une de ses amies a commencé à protester, mais ma femme a levé légèrement la main, l'arrêtant. « Vous voulez savoir pourquoi il est parti tôt du dîner des Henderson ?» a-t-elle demandé. « Parce qu'il était au bureau depuis 5 heures du matin, gérant une crise qui aurait pu coûter leur emploi à 200 personnes. Il est rentré pendant 15 minutes, s'est changé, et est quand même allé à ce dîner parce qu'il savait que c'était important pour moi. » Entendre la façon dont elle décrivait cette soirée était étrange. À l'époque, j'avais pensé qu'elle avait à peine remarqué l'effort. J'avais supposé qu'elle ne voyait que le silence maladroit que j'avais créé à la fête, pas l'épuisement derrière, mais elle se souvenait de chaque détail. « Il travaille 60 heures par semaine », a-t-elle continué, sa voix gagnant en force. « Pas parce qu'il aime être occupé, mais parce qu'il se sent responsable des personnes qui dépendent de lui. Quand il vient à ces événements que vous aimez tant, il a déjà épuisé toute son énergie sociale. » L'une des femmes a croisé les bras et a dit que s'il tenait vraiment à elle, il ferait plus d'efforts pour s'intégrer. Ma femme a laissé échapper un petit rire, mais ce n'était pas amusé. « Vous pensez que l'amour consiste à se produire en société ?» a-t-elle demandé. « Laissez-moi vous raconter quelque chose qu'il a fait la semaine dernière. J'ai mentionné que ma voiture faisait un bruit étrange. Le lendemain matin, il a réorganisé tout son emploi du temps, l'a emmené lui-même chez le mécanicien, et y est resté 2 heures pour que je n'ai pas à m'en occuper. Je me souvenais clairement de ce matin-là. Pour moi, c'était une petite tâche pratique, rien qui vaille la peine d'être mentionné. Je n'avais jamais imaginé qu'elle verrait cela comme quelque chose de significatif. » Mais elle a continué à énumérer de petites choses que j'avais complètement oubliées. Des notes que j'avais laissées dans les marges des livres qu'elle lisait. Des conversations que nous avions eues sur la philosophie pendant nos matinées tranquilles du dimanche. De petites choses que j'avais faites simplement parce que je savais qu'elles comptaient pour elle. Chaque exemple a frappé comme un choc. Pendant des mois, j'avais cru que mes efforts n'avaient aucune importance. L'écouter me défendre dans ce café m'a forcé à reconsidérer tout ce que je pensais comprendre de notre mariage. « Vous n'arrêtez pas de dire qu'il ne se soucie pas », a-t-elle dit, sa voix devenant plus douce. « Mais la vérité, c'est qu'il montre son amour de manière que vous ne reconnaissez pas. » L'une des femmes a rétorqué qu'il semblait toujours distant et désintéressé chaque fois qu'elle le voyait. Ma femme a secoué lentement la tête. « C'est parce que chaque fois que nous allons à l'un de vos événements, quelqu'un fait un commentaire sur lui, sur son travail, sa personnalité, la façon dont il parle, la façon dont il s'habille. De petites choses qui semblent inoffensives mais qui s'accumulent avec le temps. » J'ai senti ma prise sur la tasse de café se resserrer. J'avais bien sûr remarqué ces commentaires, mais j'avais supposé que ma femme ne le faisait pas. Je pensais qu'elle avait honte de moi, tout comme ses amis le montraient clairement. Au lieu de cela, elle avait tout remarqué. « Vous le rabaissez depuis des années », a-t-elle continué. « Et il continue de venir quand même parce qu'il sait que je veux qu'il soit là. » Le silence qui a suivi semblait lourd. Pour la première fois depuis mon arrivée au café, j'ai réalisé quelque chose d'important. La distance dans notre mariage ne venait peut-être pas de ce que je pensais. Assis derrière cette bibliothèque, écoutant ma femme me défendre avec plus d'honnêteté que je n'en avais entendu depuis des années, j'ai senti quelque chose changer en moi. Les papiers de divorce dans ma mallette semblaient soudain moins être une solution et plus être une terrible erreur que j'étais sur le point de commettre. L'une de ses amies a finalement brisé le silence, avec un ton légèrement défensif. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'essayait que de l'aider. Selon elle, elle s'inquiétait que ma femme mérite quelqu'un qui puisse lui offrir une vie plus excitante, quelqu'un de plus sociable, quelqu'un qui apprécie le genre de réunions et d'événements auxquels elles aimaient tout assister. Ma femme les a regardés un long moment avant de répondre. « Vous pensez que l'excitation est la même chose que le bonheur ?» a-t-elle dit doucement. « Mais ce n'est pas la vie que j'ai choisie. » Sa voix était calme, mais il y avait une fermeté derrière qui a fait taire à nouveau la table.
Elle a expliqué que lorsqu'elle m'a épousé, elle n'avait pas choisi quelqu'un qui divertirait les gens lors d'ouverture de galeries ou dominerait les conversations lors de dîners. Elle avait choisi quelqu'un de stable, de fiable, quelqu'un qui montrait son amour par des actions plutôt que par des discours. En écoutant depuis mon siège de l'autre côté de la pièce, j'ai ressenti une étrange pression derrière mes yeux. Pendant si longtemps, j'avais cru qu'elle était déçue de l'homme que j'étais devenu. J'étais convaincu que chaque moment de silence entre nous était la preuve que j'avais échoué d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, j'entendais quelque chose de complètement différent. Vous savez pourquoi il lit les livres que je lis, a-t-elle continué, parce qu'il sait que j'aime discuter d'idées. Même lorsqu'il est épuisé après le travail, il les lit quand même pour que nous ayons quelque chose à nous dire le dimanche matin. Cette remarque m'a pris complètement au dépourvu. J'avais commencé à faire cela il y a des années lorsque nos conversations avaient commencé à se limiter à des questions pratiques. Je pensais que les notes que je laissais dans ces livres étaient à peine remarquées. J'avais supposé que c'était juste une autre tentative qui n'avait pas vraiment d'importance. Apparemment, elle comptait plus que je ne le réalisais. L'une des femmes a soupiré et a dit, « Ma femme mérite quelqu'un de plus expressif émotionnellement, quelqu'un qui peut lui offrir de l'affection de manière évidente plutôt que par des gestes discrets. » Ma femme s'est légèrement penchée en arrière sur sa chaise et a secoué la tête. « Vous continuez à décrire le mauvais problème, » a-t-elle dit. « Mon mari n'est pas émotionnellement distant. Il est submergé. » Elle a fait une pause avant de continuer, sa voix plus douce maintenant. « Et dernièrement, je pense que j'ai aggravé cela. » Cette phrase a fait s'arrêter mon cœur un instant. Ses amies semblaient confuses, ne s'attendant clairement pas à cette réponse. Elle a expliqué qu'au cours des dernières années, elle avait essayé de plus en plus de maintenir une vie sociale qui ne nous convenait en fait à aucun de nous deux. Club de lecture, événements de galerie, dîners, déjeuners constants avec des gens qui analysaient chaque détail des relations des autres. Elle a admis qu'après avoir passé du temps avec elle rentrait souvent chez elle se sentant vidée et frustrée. Au lieu de reconnaître d'où venaient ses sentiments, elle les avait laissés déborder dans notre mariage. Elle devenait silencieuse et distante, et je répondais en me retirant davantage, supposant que j'avais fait quelque chose de mal. L'écouter décrire le schéma si clairement était comme regarder quelqu'un expliquer enfin un casse-tête qui m'avait confus pendant des années. Ce que j'avais interprété comme un rejet était peut-être en fait de l'épuisement. Ce qu'elle pensait être ma déception venait peut-être de ma propre insécurité à ne pas m'intégrer dans son monde social. « Vous avez lentement réussi à me convaincre que mon mariage était brisé », a-t-elle dit à ses amis. Mais la vérité, c'est que j'étais celle qui ramenait cette tension à la maison. Les femmes semblaient mal à l'aise maintenant. L'une d'elles a essayé d'argumenter qu'elles essayaient simplement de l'encourager à exiger plus de la vie. Ma femme a de nouveau secoué la tête. « J'ai déjà la vie que je voulais », a-t-elle dit fermement. Le problème, c'est que j'ai oublié de la protéger. Assis là derrière cette bibliothèque, j'ai réalisé quelque chose qui m'a serré l'estomac. Alors que j'avais passé des semaines à préparer des papiers de divorce parce que je croyais qu'elle n'était pas heureuse avec moi, elle se préparait à confronter les personnes qui empoisonnaient lentement la façon dont elle voyait notre relation. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais plus à ressentir, de l'espoir. Ses amis ont échangé des regards inquiets après cela. Patricia a été la première à parler à nouveau, bien que sa confiance ait clairement diminué. Elle a insisté sur le fait qu'elles essayaient seulement d'aider ma femme à voir la réalité de la situation. Selon elle, une relation devrait être excitante, pleine d'activités sociales et d'énergie, et non de soirées tranquilles et de conversations routinières. Ma femme les a écoutées sans interrompre, puis s'est légèrement penchée en avant. « Vous pensez que je suis malheureuse parce que ma vie n'est pas assez bruyante ?» a-t-elle dit. Mais la vérité, c'est que je suis malheureuse parce que j'ai essayé de suivre un rythme de vie qui n'est en fait pas le mien. La table est redevenue silencieuse. Elle a expliqué que les déjeuners constants, les réunions de clubs de lecture, les vernissages de galeries et les dîners avaient commencé à ressembler moins à des amitiés et plus à des obligations. Elle s'était convaincue que maintenir ce cercle était important, même si cela la laissait épuisée à la fin de chaque semaine. Ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'était à quel point cet épuisement affectait notre mariage. Au moment où elle rentrait après avoir passé des heures dans des conversations pleines de critiques et de comparaisons, elle n'avait plus d'énergie émotionnelle. Au lieu de reconnaître ce schéma, elle avait supposé que le vide venait de notre relation elle-même. L'entendre le décrire ainsi rendait quelque chose douloureusement clair pour moi. Pendant des mois, j'avais été le seul responsable de la distance entre nous,
convaincue d'être devenu le genre de mari qu'elle regrettait d'avoir choisi. Pendant ce temps, elle réalisait lentement que la tension ne venait pas du tout de notre mariage. Elle venait des voix extérieures qui le remettaient constamment en question. L'une des femmes a finalement demandé pourquoi ma femme semblait si malheureuse chaque fois qu'elle la voyait, si elle était vraiment satisfaite de sa vie. Ma femme a soupiré doucement avant de répondre. Parce que j'ai fait semblant d'apprécier des choses qui m'épuisent, a-t-elle avoué. Et quand on passe assez de temps à faire semblant, on finit par oublier ce qu'on veut vraiment. Cette déclaration est restée en suspens pendant plusieurs secondes. Elle a ajouté que ces dernières semaines, elle avait sérieusement envisagé de se retirer de tout le cercle social. Elle avait même prévu de quitter le club de lecture et de cesser d'assister à la plupart des événements qu'ils organisaient. Pas parce qu'elle ne les aimait pas personnellement, mais parce que l'environnement était devenu toxique pour son mariage. Assis là derrière la bibliothèque, j'ai senti toute ma compréhension des dernières années commencer à changer. Alors que j'avais préparé à m'éloigner de notre mariage par culpabilité et résignation, elle se préparait à le défendre. J'en ai fini d'essayer de m'adapter à une version de la vie qui ne me convient pas, a-t-elle dit doucement. Et j'en ai certainement fini d'écouter les gens qui critiquent constamment la personne que j'ai choisi d'épouser. Patricia semblait stupéfaite. Elle a demandé si ma femme était vraiment prête à jeter des années d'amitié pour une chose pareille. Ma femme a répondu sans hésiter. Si l'amitié exige que je remette en question mon mariage chaque fois que nous nous rencontrons, alors oui. La fermeté dans sa voix ne laissait aucune place au débat. Ses amis ont commencé à rassembler leurs affaires, visiblement mal à l'aise face à la tournure que prenait la conversation. L'une d'elles a marmonné qu'elle faisait une erreur et regretterait un jour de s'être coupée des personnes qui n'essayaient que de l'aider. Ma femme n'a pas discuté davantage. Elle s'est simplement levée de table et a posé de l'argent à côté de sa tasse vide. Alors que les femmes se dirigeaient vers la porte, le café redevint silencieux. Je suis resté figé derrière la bibliothèque, essayant de traiter tout ce que je venais d'entendre. L'enveloppe dans ma mallette semblait soudainement complètement différente de ce qu'elle était lorsque j'étais entré dans le café plus tôt cet après-midi-là. Quelques minutes plus tard, ma femme s'est rasseyée seule à la table. Elle s'est couvert le visage des deux mains et j'ai réalisé qu'elle pleurait silencieusement. Pas les pleurs dramatiques de quelqu'un cherchant la sympathie, mais le genre épuisé qui survient après avoir enfin dit quelque chose que l'on retenait depuis longtemps. La regarder ainsi a rendu la décision devant moi soudainement très claire. J'ai baissé la main, pris ma mallette et me suis levé de ma chaise. Pour la première fois depuis des semaines, je savais exactement ce que je devais faire ensuite. J'ai pris ma mallette et j'ai marché lentement autour de la bibliothèque qui me cachait depuis une demi-heure. Chaque pas semblait étrangement lourd, comme si je franchissais la ligne entre deux versions complètement différentes de ma vie. Ma femme ne m'a pas vu tout de suite. Elle était toujours assise à la table près de la fenêtre, s'essuyant les yeux et fixant la tasse vide devant elle. Quand je me suis arrêté à côté de la table et que j'ai tiré la chaise en face d'elle, elle a levé les yeux soudainement. Pendant un moment, son expression était de la pure confusion. Puis la reconnaissance l'a frappée, immédiatement suivie de panique. « Depuis combien de temps es-tu là » a-t-elle demandé doucement. Je me suis assis en face d'elle et j'ai posé ma mallette par terre à côté de ma chaise. « Assez longtemps » ai-je dit. Son visage est devenu pâle alors qu'elle réalisait ce que cela signifiait probablement. Je pouvais voir la peur dans ses yeux, la peur que je vienne d'entendre chaque mot douloureux prononcé sur notre mariage. Pendant des années, j'avais prononcé des conversations difficiles dans des salles de conseil sans hésitation. Mais assis là en face d'elle, je me sentais complètement pris au dépourvu. J'ai entendu ce que tu as dit, ai-je continué à propos de moi. Elle a baissé les yeux vers la table, se préparant clairement à ce qui allait suivre. Lentement, j'ai ouvert ma mallette et j'ai sorti la grande enveloppe qui y était depuis des semaines. Je l'ai posée doucement sur la table entre nous. Ses yeux se sont immédiatement fixés dessus. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, même si je pouvais voir qu'elle se doutait déjà de la réponse. J'ai pris une lente inspiration avant de répondre. Papier de divorce. Le mot est resté suspendu entre nous comme quelque chose de fragile et de dangereux. Ses yeux se sont écarquillés sous le choc. « Tu allais me les donner aujourd'hui » a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête une fois. « Je pensais que tu étais malheureuse » ai-je admis. Je pensais que j'étais devenue la raison pour laquelle ta vie te semblait petite et frustrante. Chaque événement où nous allions, chaque conversation qui se terminait par le silence. Je pensais que tu réalisais lentement que tu avais épousé la mauvaise personne.
Elle m'a regardé comme si l'idée elle-même lui faisait mal à entendre. Je n'ai jamais voulu te quitter, a-t-elle dit doucement. Je voulais quitter tout ça. Elle a fait un geste vague vers la porte où ses amis avaient disparu quelques minutes plus tôt. Les critiques constantes, la pression de vivre une vie qui ne nous ressemblait jamais. Je suis resté assis tranquillement un instant, laissant cela s'installer. Pendant des semaines, je m'étais convaincu que la chose la plus gentille que je pouvais faire pour elle était de partir, mais tout ce que j'avais entendu suggérait le contraire. Elle m'avait défendu pendant que je me préparais à partir. Lentement, elle a tendu la main sur la table et a posé la sienne sur la mienne. C'était la première fois qu'elle me touchait comme ça depuis des mois. Je suis épuisé, a-t-elle dit doucement. Pas à cause de toi, mais parce que j'essaie de maintenir des amitiés et des attentes qui empoisonnaient lentement ma perception de mon propre mariage. J'ai tourné légèrement ma main, afin que nos doigts s'entrelacent. Je suis épuisé aussi, ai-je admis. Le travail a tout vidé de moi. Quand j'arrive à la maison, j'ai à peine l'énergie de parler. Et quand tu as l'air déçu de moi, je me renferme encore plus. Elle a secoué la tête. Je n'étais pas déçu de toi. J'étais déçu de moi-même d'avoir laissé les autres définir à quoi notre vie devait ressembler. Pendant quelques secondes, nous n'avons parlé. Le bruit du café continuait autour de nous, mais cela semblait étrangement lointain. Finalement, j'ai repris l'enveloppe, l'ai regardée un instant, puis je l'ai lentement déchirée en deux. Le papier s'est déchiré bruyamment dans l'espace silencieux entre nous. J'ai replié les morceaux et je les ai déchirés une fois de plus avant de les laisser tomber sur la table. Ma femme a regardé en silence, ses yeux se remplissant à nouveau de larmes, mais cette fois, elle semblait différente, pas épuisée, mais soulagée. Par où commençons-nous, ai-je demandé doucement. Elle a esquissé un faible sourire pour la première fois cet après-midi-là. Nous commençons par rentrer à la maison, a-t-elle dit, et par nous souvenir que nous sommes censés être du même côté. Alors que nous quittions le café ensemble, marchant côte à côte sous le soleil de fin d'après-midi, j'ai réalisé à quel point nous étions proches de tout perdre à cause de malentendus et du bruit extérieur. Les papiers de divorce qui avaient autrefois semblé inévitables n'étaient maintenant que des bouts de papier déchirés. Et pour la première fois depuis des mois, le silence entre nous ne semblait plus vide. Il ressemblait à un nouveau commencement. In the first design, and then just copy, copy, or copy, copy, up and up, over and over, whatever the case may be. Because that's what I did in season 1 of Clockcraft for our Nether hub. When we did like that little warden face, I spent a lot of time on that little square trying to make it really good. And then we just copied and copied and copied over and over and over. Kenny or Dizzy, Discord needs attention. What? Why? Oh, I see. I see. Dizzy, did you block them? Did you ban them? Thanks. Appreciate it. I see you doing it right now. All right, we're going to minimize that. Bring Meld up. Bring this back. There we go. Okay, sleep time. Yep, got it. Thanks. Appreciate it. You all right? But I got to go see you later. Sounds good. Ian, have a great rest of your night. I appreciate you, brother. We love spams. Not really. Don't spam our stuff. All right. Now that that's done, let's go continue working on our little experiment here. Up we go. So this is, we're counting this as 0. This is ground 0. Strip that, strip that, strip that. Now we're going to go up 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfect. Okay. Yes, very nice, very nice, very nice, very nice, very nice, very nice, very nice.
We're probably gonna have to put. Oh, I have an idea. I have a wonderful idea. We're gonna go grab some jungle thingy. This thing, jungle shelf blocks. We're gonna put them right here, and then right here we're gonna do an upside down one, and then put jungle shelf block. Nice little design. How does a grass block under the shulker box not turn to dirt? I think it's because the shulker box is an entity. So it's not turning to dirt. This is bedrock, so maybe it's just a bedrock thing only, but it's because all of these are entities, and I don't think it really counts this as a full block to turn it to dirt. Okay, shelf block. We're gonna go upside down here. Perfect. Let's see. Let's see. What do we have here? Ah, very nice. Okay. Up we go. I think that'll do. I think this will work. Let's continue. I don't know how to feel about doing it in the middle. How are we feeling about doing it in the middle, guys? Should I have that in the middle? How does this look from a distance? This one in the middle. I think it correlates pretty well. Like it's all pretty uniform. But does it take away from our arches? I think what we should do, instead of shelf block, how much are you selling the shops for? We haven't figured that out yet. They're not going to be that expensive though. Not a stack. It's going to be much cheaper than a stack. It's going to be pretty all right. Let's just get rid of this. See what this looks like.